Bonsoir à tous, bonsoir au public du Cercle Aristote, que je remercie de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui me semble intéressant, qui a des liens avec l'actualité, même si c'est quand même plutôt une réflexion d'ensemble. Donc, je vais traiter de la question de la monarchisation de la Ve République à travers le cas de du second mandat du président Emmanuel Macron, donc, qui a commencé en 2022. Donc je n'ai pas, enfin voilà, bon, je suis on va dire historien des idées politiques en termes de formation universitaire. Je ne suis pas particulièrement bon connaisseur du droit constitutionnel, même si j'ai pris quelques informations avant de venir, pour ne pas dire trop de bêtises. Et puis je vais en faire une critique, voilà, qui sera une critique de gauche. Hein, je préfère le dire tout de suite, il y aura un parti pris, hein, mais en essayant de quand même donner des éléments de réflexion sur les évolutions politiques en cours et que chacun pourra utiliser pour se faire son propre avis. Donc, dans un premier temps, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est qu'on a en France actuellement, avec ce deuxième mandat d'Emmanuel Macron, nous avons affaire à un phénomène de concentration des pouvoirs, ou en tout cas on voit des tendances qui étaient déjà à l'œuvre auparavant sous la Ve République, qui commence à prendre un virage que je trouve assez inquiétant, ou en tout cas qui est quelque chose de nouveau, et je vais essayer de vous le démontrer. Donc, des tendances au renforcement. Donc, quand je parle de monarchisation, il faut bien sûr comprendre qu'on serait en train de passer d'une république qui, bon, je dis démocratique, mais en fait, c'est quand même plutôt une oligarchie à suffrage universel, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le peuple qui gouverne, le peuple il élit des gens qui le gouvernent en les élisant. Bon, ok, ça c'est le régime auquel on est habitué. Dans ce régime, il y a une distribution des pouvoirs, et l'idée de monarchisation, c'est simplement de dire qu'on passe d'un régime qui est une république, voilà, dont le caractère démocratique se discuterait, mais qui deviendrait progressivement de plus en plus oligarchique et de plus en plus même monarchique, c'est-à-dire que le pouvoir se concentre sur un seul individu, en l'occurrence le président de la République. Donc, des évolutions en germe depuis la fondation du régime. Le premier point qui me paraît intéressant pour essayer de démontrer cette idée, c'est que la constitution de la Ve République a marqué l'apparition de quelque chose qui n'existait pas avant, ou en tout cas pas de manière aussi nette, qui est la restriction du domaine, comment dirais-je, des attributions du pouvoir législatif. Hein. Vous savez que de façon schématique, on distingue trois types de pouvoirs dans la théorie constitutionnelle. Le pouvoir législatif qui fait les lois, le pouvoir exécutif qui les applique, qui veille à ce qu'elles soient effectives dans la vie sociale, avec notamment des administrations et notamment la police, qui sont chargées de mettre en œuvre finalement les politiques publiques, et le pouvoir judiciaire qui juge ou qui tranche les litiges, qui juge les infractions à la loi. Cette division, bon, dont on pourrait discuter le degré de séparation en fonction des époques et des formes qu'a pu prendre les régimes républicains en France, elle est quand même entamée, me semble-t-il, par certains aspects de la Constitution de la Ve République, donc la Constitution de 1958, celle qui est mise en place par De Gaulle lorsqu'il revient au pouvoir dans le contexte de la guerre d'Algérie, puisque nous trouvons dans cette Constitution, aux articles 34 et 37, la distribution entre un pouvoir dit législatif et un pouvoir réglementaire autonome. Alors qu'est-ce que c'est ? Parce que cette notion de pouvoir réglementaire, c'est pas une notion connue qu'on verrait voilà, habituellement à l'école ou que sais-je. Hein. Eh bien, c'est un pouvoir de faire des textes qui ont une valeur juridique contraignante, des textes qu'on pourrait considérer comme des textes de loi, simplement, c'est un pouvoir qui n'est pas exercé par les parlementaires. C'est-à-dire, les parlementaires, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat dans les institutions de la Ve République. Enfin bon, il y a toujours eu deux chambres, hein, de toute façon, depuis la Troisième République. Hein. Avant, il n'y en avait qu'une. Donc, la Constitution de 1958 marque un premier tournant majeur. L'article 37 instaure un pouvoir réglementaire autonome. La loi, jusqu'alors essentielle dans la hiérarchie des normes, conformément à une tradition bien ancrée de légicentrisme. Donc, légicentrisme, c'est l'idée que l'ensemble des pouvoirs gravitent un petit peu autour du pouvoir législatif, et c'était particulièrement marqué dans les régimes, enfin, j'ai envie de dire un peu tous les régimes précédents, mais notamment sous la Troisième et la Quatrième République, parfois qualifiés de régime d'assemblée ou voilà, de régime parlementaire pur, le législatif est vraiment le pouvoir le plus déterminant des trois dans la distribution de leurs attributions respectives. La loi, à partir de cette modification en 1958, se trouve cantonnée à un domaine d'attribution qui est précisé de façon nominale dans l'article 34,
Cet article énumère les domaines dans lesquels la loi soit fixe les règles, soit détermine les principes fondamentaux, le détail étant renvoyé à des décrets d'application. Tous les domaines non évoqués dans cet article 34 relèvent du pouvoir réglementaire. Donc ça, c'est pas du tout neutre en termes de façon de faire, c'est-à-dire que le texte de la loi dit explicitement ce sur quoi les législateurs peuvent légiférer. Vous voyez que c'est pas du tout la même façon de faire que si on avait dit les législateurs peuvent légiférer sur tout ce qu'ils veulent, sauf tel et tel domaine. Parce que là, on aurait fait une liste et ils auraient plus ou moins de pouvoir selon que la liste aurait été plus ou moins longue. Mais là, c'est l'inverse. On a fait la liste de ce sur quoi le législateur peut légiférer, et ce qui n'est pas mentionné revient au pouvoir réglementaire. Ce pouvoir réglementaire, il appartient à l'exécutif. Il passe notamment par des décrets qui doivent être ce qu'on appelle des décrets-lois, qui doivent être co-signés par le Premier ministre et le Président de la République. Alors ça existait déjà, ça existait déjà sous la Troisième et la Quatrième République. Ce sont des procédures qui avaient eu tendance à beaucoup augmenter dans les années 30, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est des raisons liées au contexte militaire et à l'idée qu'il faudrait que le pouvoir gouverne plus vite en situation de crise. Et c'est aussi des procédures qui vont avoir tendance à se développer parce qu'on se dit que finalement, l'État moderne, il faut qu'il intervienne en matière économique et sociale, ce qui était moins vrai dans, on va dire, l'État libéral du XIXe siècle, en partie pour des choix idéologiques, en partie parce qu'il y a des problèmes qui n'existaient pas, voilà, de technique, d'industrie, d'infrastructures publiques. Voilà. Donc ce système de décret-loi, il va avoir tendance à augmenter pendant les années 30. Ensuite, on a la phase du régime de Vichy où il n'y a plus de démocratie et où c'est un pouvoir, voilà. C'est un pouvoir personnel avec une technocratie, donc il n'y a pas de problème de législation puisque il n'y en a plus de parlementaires. Et donc, dans le régime de la Ve République, le domaine de la loi est circonscrit, le domaine du pouvoir réglementaire est défini, notamment par l'article 38 qui nous dit que il y a une extension des pouvoirs réglementaires. L'article 38 organise la procédure des ordonnances. Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, recevoir par délégation du Parlement le pouvoir d'intervenir dans le domaine législatif. Ça veut dire qu'il peut se faire remettre le droit d'intervenir dans des domaines qui ne sont pas déjà non cités comme appartenant au domaine de la loi. Donc vous voyez que c'est des articles qui, par échelle successive, morcellent ce que peut faire le législateur par rapport à une situation antérieure où ils étaient quand même plus ou moins tout puissants. Donc ils peuvent plus légiférer sur ce qui n'est pas décrit comme leur domaine de compétences, et potentiellement ils peuvent donner au gouvernement la possibilité d'intervenir sur des sujets en plus. C'est quand même pas rien. Tatati tatatac. Le gouvernement peut intervenir par des normes réglementaires, les ordonnances, qui doivent être ratifiées par le Parlement a posteriori. Donc ça, c'est les décrets-lois où il y a plusieurs types de ces textes-là. Tatati tatata. Il y a également l'article 16 sur les pouvoirs du président en situation de crise, je passe un peu. Alors, il existe également l'article 41 qui permet au gouvernement de contester auprès du... Cet article permet au gouvernement, pendant la discussion parlementaire, de rendre irrecevable un amendement ou une proposition de loi qui concernerait le domaine réglementaire. Depuis juillet 2008, cette possibilité est également ouverte au président de l'Assemblée saisie. Donc ça permet de dire que dans tel texte de loi, le législateur essaie de légiférer sur des choses qui sont du côté du domaine du pouvoir réglementaire. Et en fait, finalement, la loi n'a pas... le législatif n'a pas le droit de légiférer là-dessus, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Donc là, ça réduit encore, c'est encore une autre manière de circonscrire ce que peut faire le pouvoir législatif. Moi, je trouve ça quand même intéressant d'étudier un petit peu ce texte de la Ve République, parce que c'est des choses dont on parle après jamais quand même. Donc en quoi ça va dans le sens d'une monarchisation ? Tout simplement que, vous savez bien que dans les institutions de la Ve République, le Premier ministre est nommé par le Président de la République. Le Président de la République choisit un Premier ministre. Le Premier ministre choisit des ministres, qui sont choisis en concertation avec le Président, parce que finalement, comme le Premier ministre dépend du Président, il faut qu'il lui présente des ministres qui lui conviennent. Et dans un second temps, parce que c'est quand même pas non plus une monarchie absolue, il y a quand même une part de pouvoir parlementaire là-dedans, ce gouvernement doit être accepté par un vote des assemblées. Néanmoins, ça veut quand même dire que l'exécutif fera une pyramide, puisque les ministres dépendent du Premier ministre et le Premier ministre dépend du Président. Le Président peut d'ailleurs renvoyer son Premier ministre, et il y a une tradition bien établie qui veut que quand le Premier ministre prend ses fonctions, il signe par avance une lettre où il certifie qu'il accepte de démissionner, ce qui fait qu'en fait il est tenu par le Président de la République.
Bon, si vous avez lu un petit peu sur l'histoire des institutions, sur De Gaulle et Pompidou ou d'autres épisodes suivants, c'est des choses qui sont connues. Hein. Et ça montre bien que finalement ce pouvoir exécutif, il n'est pas diffus, il n'est pas collégial à l'image, je vais prendre un exemple un peu polémique, mais pas collégial à l'image de ce qu'était le comité de salut public durant la Révolution française, parce qu'on dit beaucoup de mal de Robespierre, mais c'était un pouvoir collégial, hein, il n'y avait pas une autorité au-dessus des autres, dont les autres dépendaient. Hein. Donc là, c'est une pyramide. Ça se ramène au pouvoir du président, le président qui, par ailleurs, je ne vous fais pas tout le texte de la Constitution, hein, mais bon, vous savez qu'il est élu au suffrage universel direct, donc il a une légitimité populaire, il est chef des armées, il a l'immunité juridique, on ne peut pas lui faire de procès en cours de mandat, enfin, je sais pas, il a le droit de grâce, c'est-à-dire qu'il intervient aussi dans les affaires judiciaires s'il le souhaite, hein, ça a été utilisé notamment par Hollande, bon, c'est dire, hein, il peut gracier une personne qui a été reconnue coupable devant un tribunal. C'est quand même des pouvoirs extrêmement larges. Hein. J'ai pas fait la liste complète, il faut également préciser que le président de la République nomme 3 des membres du Conseil constitutionnel. Et là encore, hein, qu'est-ce que c'est comme pouvoir? C'est pas vraiment un pouvoir législatif, mais c'est un pouvoir d'interprétation de la légalité des textes législatifs. On pourrait considérer que c'est une sorte de sous-branche du pouvoir législatif. C'est un système un petit peu particulier, quoi, mais bon, ça rentrerait quand même plutôt dans ce type de pouvoir, me semble-t-il. Donc, il peut nommer 3 des membres du Conseil constitutionnel, et puis, tant qu'à faire, le président, il est aussi, jusqu'à une date récente, d'office coopté, ou je sais pas comment, je connais pas les détails de la procédure, mais enfin bon, il était d'office membre du Conseil constitutionnel jusqu'à une date récente. Donc voilà, c'est quand même pas trop mal, puisque vous êtes chef de l'État, vous avez le Premier ministre, le gouvernement qui dépendent de vous, et puis si vous faites des lois, enfin si vous souhaitez que des lois soient faites, votre gouvernement, il peut décider que tel amendement il tombe sous le pouvoir réglementaire et qu'il ne faut pas que cette loi passe. Il peut décider que tout ce qui est dans le domaine du pouvoir réglementaire, finalement, on n'a pas besoin de l'avis des parlementaires, on peut faire des ordonnances ou des décrets, et puis c'est parti. Donc c'est bien un pouvoir, ce pouvoir gouvernemental exécutif que je décris, qui n'est pas juste exécutif. Parce qu'exécutif, ça voudrait dire qu'il applique la loi. Là, il l'a fait. Donc c'est déjà un type de pouvoir qui est mixte, en fait. On n'est plus dans un régime où les pouvoirs seraient vraiment séparés. Alors bien sûr, comme on est sur un cerveau souverainiste, je vais faire le petit point anti-UE. Hein, il y a bien sûr un système qui est encore moins séparé en termes de pouvoir, c'est la Commission européenne, mais bon, pas forcément prendre d'exemple sur le pire. Donc ce régime, il avait été qualifié en son temps par Raymond Aron, le régime de la Ve République, de principat. Alors la notion de principat vous parlera peut-être pas, mais si vous connaissez ceux qui connaissent l'histoire romaine, ils savent que c'est le nom qu'on donne au régime fondé par Auguste, en fait, hein, le premier des empereurs de l'Empire romain. On parle du principat d'Auguste. Donc l'idée que officiellement c'est toujours une république, officieusement il y a bien un individu qui concentre les pouvoirs, qui contrôle les élections, qui possède un ensemble de pouvoirs réglementaires à vie, qui choisit son successeur. C'est comme ça que le régime était qualifié par Raymond, qui n'est pas forcément non plus un esprit polémique particulièrement. Hein. Donc, ça, c'était les choses, on va dire, à partir de la fondation du régime ou dans les périodes qui l'ont suivi de peu. Si on avance vers le début du XXIe siècle, on a plusieurs évolutions. Alors, moi, j'ai noté qu'on avait la fin des cohabitations. Donc, je fais toujours la liste. Hein. Tout ce que je veux dire, ça va être la liste de tout ce qui renforce le pouvoir du président de la République. Hein. Donc, c'est simple comme idée. Hein. On tend vers la monarchie. C'est ça la thèse. On a la fin des cohabitations. Alors, la fin des cohabitations, elle est due au fait qu'à partir du deuxième mandat de Jacques Chirac, c'était en 2002, je crois, il y a eu une inversion du calendrier électoral, de telle sorte que les élections législatives sont consécutives des présidentielles et non plus les précèdent. Alors, qu'est-ce que ça change? Quand on élisait les députés puis le président, d'abord on élit les députés, donc on choisit de voter pour tel ou tel parti, on se dit qu'on voudrait que la France soit gouvernée plutôt comme ci, plutôt comme ça, on réfléchit un peu à un projet de société, finalement quels sont les programmes des différents partis, quelles sont leurs idées, et puis dans un second temps, une fois qu'il y a une majorité, la cohérence voudrait, dans ce sens-là, qu'on élise un président qui serait
en phase avec la majorité qui s'est dégagée du résultat des élections. Bon, ça c'est un système. Quand on inverse le calendrier électoral, donc c'est le cas depuis 2002 pour éviter les cohabitations, je précise par ailleurs que je ne suis pas spécialement favorable aux cohabitations, hein, je n'aime pas spécialement ça, mais je note que quand on en fait plus, ça va encore dans le sens de renforcement des pouvoirs du président. Pourquoi ? Parce que dans le nouveau système, d'abord on élit le président, puis les députés. Donc ça veut dire que d'abord on choisit un homme, hein, ou une femme, hein, peu importe, hein, un individu. Ça va évidemment accentuer des tendances qui existaient déjà avant, hein, mais ça va encore accentuer des tendances à la médiatisation, à la pipolisation, à la personnalisation du pouvoir, parce que finalement c'est l'élection dont tout dépend, ça devient l'élection la plus importante, si c'était déjà pas le cas avant. Donc. Et puis comme on vote pour un individu plus que pour un parti et son programme, finalement le programme n'a pas tellement d'importance, et voilà, on a bien vu qu'avec Macron, que le programme, on pouvait l'avoir écrit sur du papier cul après une soirée un peu arrosée, c'est pas pour ça que les gens votent. En fait. Ça n'a plus d'importance. Après, c'est pas la seule raison de cette évolution, il y aurait plein de choses à dire, la fin de la guerre froide, la fin de l'ère des idéologies, la fin le déclin de la langue française, enfin, il y aurait toutes sortes de facteurs à prendre en compte. Mais... Donc la fin des cohabitations, on élit le président, et à partir du moment où on l'a élu, eh bien très simplement, ça donne très fortement, pour que pour que le gouvernement du pays puisse être assuré, ça incite très fortement les électeurs à choisir des candidats en cohérence avec le président qui s'est dégagé. Et quand bien même ça ne boosterait pas ceux qui sont déjà pour le candidat en question, ça va décourager potentiellement les partis d'opposition, enfin ceux dont le candidat n'a pas été élu, puisqu'ils se disent, bon, de toute façon, on ne sera pas élu, enfin, on n'aura pas la charge politique la plus importante du pays. Donc jusqu'à présent, on n'a pas encore vu, alors on va voir pourquoi le deuxième quinquennat de Macron est un exemple un peu intéressant, mais on n'a pas vu de situation depuis 2002 où les Français auraient voté au législatif pour une majorité foncièrement incohérente par rapport au choix du candidat à l'élection présidentielle. Donc ça a vraiment un effet déterminant jusqu'à preuve du contraire, hein. Ça peut changer dans l'avenir évidemment. Jusqu'à présent, on serait tenté de dire que ça a un effet déterminant sur la composition de l'Assemblée, des assemblées parlementaires. Alors, en quoi, avec Macron, depuis sa première élection, je vais revenir un peu avant ce que je voulais dire sur la deuxième, depuis sa première élection, en quoi les législatures depuis la première, donc celle de 2017 de Macron, sont là aussi révélatrices d'une tendance à l'accroissement du pouvoir personnel du président. Eh bien, il me semble qu'un fait important à prendre en compte, c'est le déclin des partis politiques. Parce que, quand Macron est élu, c'est la fin de deux partis ou de deux reliquats de partis, hein, qui sont quand même les héritiers plus ou moins traîtres, plus ou moins tout ce que vous voulez, mais bon, qui sont quand même les successions historiques des principaux partis de droite ou de gauche, enfin en tout cas d'un des principaux partis de droite et d'un des principaux partis de gauche, qui ont fait l'histoire du XXe siècle, donc le Parti socialiste d'un côté et le RPR devenu je sais plus quoi, enfin il a changé de nom plusieurs fois, qui ensuite a été l'UMP, qui a été... bon. Donc ces partis qui structuraient la vie politique française à différents niveaux pour différents types d'élections ont été battus contre toute attente. D'ailleurs, moi à l'époque, je pensais que François Fillon allait gagner. Bon, je me suis fait avoir. Ils ont été exclus du jeu politique. Cependant, ce déclin des partis, il ne faut pas le mesurer juste à cet épisode où les principaux partis dits de gouvernement, hein, dits partis convenables, hein, par les médias, bon. Le déclin des partis politiques ne doit pas se mesurer juste à l'exclusion de ces deux-là. Il faut voir aussi la tendance sur les dernières décennies en matière d'effectifs des partis politiques, qui a chuté en fait. Hein. À l'image des syndicats, à l'image d'un certain nombre d'organisations collectives, d'ailleurs on pourrait faire des liens avec les églises, ce serait amusant. Les partis politiques se sont vidés de leurs effectifs, et ça fait bien longtemps qu'on ne voit plus dans la vie politique française des partis politiques de masse tels qu'on a pu les connaître en France au XXe siècle. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, dans l'entre-deux-guerres, on avait des partis qui pouvaient atteindre quasiment le million d'adhérents. Hein. En tout cas, qui pouvaient se compter en centaines de milliers. On a eu des partis de masse en France. On a eu le Parti socialiste, on a eu le Parti communiste. On a eu à droite le Parti social français. Oui, c'est l'héritier des Croix de Feu, voilà. Mais les Croix de Feu, c'était une ligue, mais après, ça a été un parti politique. Oui. Donc, il y a eu des partis de masse dans l'histoire française, notamment dans la période de l'entre-deux-guerres. Mais on voyait déjà cette montée en puissance des partis politiques depuis le début depuis qu'ils sont apparus, finalement. Ils n'ont fait que croître. Donc, déclin des partis politiques. Là encore, il y a plein de raisons, je ne peux pas tout détailler. Des idéologies, individualisme croissant, aussi des phénomènes de corruption qui ont commencé à se manifester à partir des années 80. Je vous renvoie à ce qu'en a dit Régis de Castelnau dans l'émission qu'il a fait pour la chaîne du Cercle.
Donc il s'est passé toutes ces choses-là, donc en quoi ça participe à renforcer un pouvoir personnel dans le régime? Eh bien, quand vous êtes un député français à l'époque, je sais pas moi, de la 4ème République, quand vous êtes un député socialiste ou un député gaulliste, vous n'êtes pas forcément un obligé du président, bon, ou du chef du gouvernement, parce que le président, à cette époque-là, il n'a pas vraiment d'importance, mais vous n'êtes pas forcément dans la main d'un individu auquel vous devez votre carrière politique. Vous êtes éventuellement plus ou moins redevable à votre parti, et il faut plus ou moins voter comme on vous dit de faire, lui donner une partie de salaire, enfin, ce sont les modalités qui sont convenues, mais il n'y a pas de dépendance personnelle. Là, j'insiste sur l'aspect de développement d'un pouvoir personnel, de monarchisation. Sous De Gaulle, les milices gaullistes n'étaient pas forcément des gens qui étaient toujours d'accord avec De Gaulle, il y en a qui se sont opposés à lui, y compris sur la question algérienne, y compris en des ruptures tout à fait violentes. Les socialistes, c'est pareil, on ne pouvait pas dire qu'ils étaient tous dans la main de François Mitterrand au sein du Parti socialiste, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe avec le phénomène de déclin des partis politiques? Eh bien, ça devient de plus en plus des écuries électorales qui n'ont pas d'adhérents, qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de vision de la société bien nette, voilà, vers quoi il faudrait aller. Ça devient des petits groupes qui servent à faire élire des individus pour des fonctions, voilà, et puis ça tourne de manière un petit peu mécanique. Dans un système de ce type-là, quand Macron a fait élire les députés la première fois en 2017, c'était des gens qui lui devaient tout. C'était des gens qui, bien souvent, n'avaient pas de carrière politique antérieure, ou alors c'était des seconds couteaux, des troisièmes couteaux hein, de PS ou d'autres partis. Donc c'était des gens qui lui devaient tout. Je pense beaucoup aux députés, là, quand je dis ça. Des gens dont on nous avait vendu, souvenez-vous des spots de publicitaires, enfin, de propagande électorale, souvenez-vous de leur rhétorique de l'époque, où macroniste première formule. On nous disait ce sera des candidats nouveaux, des gens qui viennent de la société civile, ils n'ont jamais gouverné, ils sont purs et neufs, tel un nouveau déodorant, voilà, bien normal. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est des gens qui n'étaient pas dans la vie politique, c'est des gens qui n'étaient pas dans un parti politique structuré et organisé, qui leur aurait donné une certaine forme de légitimité indépendante de la personne du président. C'est le contraire. Ce sont des individus qui ont été élus parce qu'il y avait Macron sur l'affiche. Ils doivent leur élection au président de la République. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça crée de la dépendance. Ils sont dans la main du président. Donc ça participe à renforcer le côté monarchique du régime. Alors, quoi d'autre? Donc toujours grâce à certains alinéas bien choisis de la Constitution, on s'aperçoit, on ne le voyait pas forcément aussi nettement avant parce que il y avait généralement, comment dirais-je, jusqu'au deuxième mandat de Macron, hein, on avait plus ou moins toujours connu, sauf peut-être une fois sous De Gaulle, enfin il faudrait vérifier les épisodes précédents, mais globalement on avait toujours plus ou moins connu le fait que quand, comme je l'ai dit, à cause des tendances que j'ai déjà dites, hein, quand le président est élu, la majorité suit et le président a une majorité pour gouverner. Donc, finalement, bon, ça se passe. Et puis, là, Macron n'a pas eu la majorité absolue. D'où la nécessité de composer avec des groupes dont on entend d'ailleurs assez peu parler. Hein, c'est quand même assez mal présenté dans les médias parce qu'on est très mal informé. Mais il doit composer une fois de temps en temps avec je ne sais pas quoi, avec des morceaux de l'UDI, avec des morceaux des Républicains, d'autres petits groupes parlementaires du centre, enfin voilà, qui n'ont pas de différence de fond, mais qui aiment bien avoir des fonds. Quoi. Donc, ce que ça nous a permis de voir de nouveau, cette deuxième législature de la Macronie, c'est que le gouvernement a les moyens de déterminer assez lourdement l'agenda parlementaire et la durée du travail parlementaire. Comme ça fait pas révélation, ça semble pas totalement inédit. D'ailleurs, les moyens de faire ça sont dans la Constitution, donc on pourrait dire pas totalement changer de régime. Je note par exemple que s'agissant du sujet qui nous intéresse actuellement de la réforme des retraites, enfin qui intéresse un certain nombre de Français, les élus n'auront, enfin je lis des articles de presse qui racontent ça, hein, les élus n'auront que 2 semaines dans l'hémicycle du 6 février au 17 février à minuit pour étudier le projet de loi. Donc sans être spécialiste, voilà, du droit, est-ce que c'est facile d'étudier des milliers d'amendements sur des sujets complexes comme la réforme des retraites en 2 semaines ou pas. Bon, c'est le gouvernement qui décide combien de temps ça va durer. Cela est dû au choix du gouvernement de recourir à l'article 47 alinéa 1 de la Constitution qui limite à 50 jours la durée des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc j'imagine que c'est 2 semaines pour l'Assemblée nationale et un peu plus pour le Sénat. Bon, soit jusqu'au 26 mars. Donc il faut que ça aille vite. Hein, il faut que ça aille vite. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de parlementaires, ça irait encore plus vite finalement. Hein. Pourquoi? En effet, l'article 47,1 prévoit que si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 50 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.
Et donc l'exécutif n'exécute pas du tout, il va faire des textes de loi, mais ça s'appelle pas des lois, ça s'appelle des ordonnances, et hop, c'est parti. Donc ça vous montre l'absence de séparation des pouvoirs, et comme je l'ai dit, certes formellement, c'est pas le président qui fait tout ça lui-même avec ses petites mains, mais c'est des gens qui dépendent de lui, puisque c'est le gouvernement et donc les ministres qu'il a choisis, par l'intermédiaire du Premier ministre qu'il a choisi, etc. Alors tout ça pourrait finir par agacer les parlementaires, puisque finalement ce sont des serpillères sur lesquelles on soit, quoi. Et il leur reste un dernier recours, qui est de faire savoir qu'ils ne sont pas contents de cette situation. Et quand le gouvernement, donc de Madame Borne en l'occurrence, souhaite mettre fin au débat par d'autres mécanismes que ceux que j'ai déjà indiqués, eh bien il y a le recours au 49.3. Alors cet article de la Constitution permet à la Première ministre d'engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Ça signifie en gros, soit le texte est adopté et puis on passe à autre chose, soit le gouvernement tombe et il faut choisir un nouveau gouvernement. Donc moi je n'ai pas d'objection de principe sur l'existence du 49.3. Je comprends bien que ça sert à ce que le gouvernement puisse faire passer ces textes sans qu'il y ait une obstruction ou des débats qui durent un temps infini. C'est censé permettre de pouvoir gouverner, etc., etc. Bon, il est important que le pays soit gouvernable et que des décisions soient adoptées. On ne peut pas non plus souhaiter l'anarchie, la suppression de ce mécanisme. Cependant, j'observe que Mme Borne l'a utilisé une dizaine de fois et qu'on arrive à la 11e fois. En tout cas, ce sera la 11e s'il y en a un autre sur le sujet des retraites. Donc, le mécanisme du 49.3, si la chef du gouvernement engage cette procédure, les députés ont la possibilité de déposer une motion de censure dans la foulée. Si elle est soutenue par la majorité des députés, le projet de loi est rejeté et le gouvernement est renversé. Sinon, le texte est adopté et passe devant le Sénat pour un examen. Donc, jusqu'à présent, on en a eu 10 depuis la nomination du gouvernement d'Elisabeth Borne, donc comme c'était l'année dernière, ça fait beaucoup. La Constitution utilise un usage illimité du 49.3 pour les textes financiers, et comme vous l'aurez noté que ça a été beaucoup utilisé au mois de décembre, là, pour la période de décision du budget de l'État, et un seul 49.3 par session sur les autres projets ou propositions de loi. Alors cette concession semble limiter un petit peu l'usage de la chose, mais il faut quand même souligner l'importance de pouvoir l'utiliser de façon illimitée sur les textes financiers. Parce que décider le budget de l'État, c'est quand même peut-être pas le seul truc intéressant qu'on peut faire quand on est député, mais c'est l'un des plus intéressants. C'est là où vont aller les budgets. Et avec les budgets, on va pouvoir faire certaines politiques dans l'armée, dans l'éducation, et ainsi de suite, selon les administrations. Ça n'est pas rien. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer s'agissant de la réforme des retraites? Eh bien, si le gouvernement ne peut pas compter sur le soutien des Républicains pour faire passer sa réforme, il sera confronté à un dilemme. Soit il fait passer le texte en utilisant le 49.3, parce qu'il est improbable que les parlementaires décident de renverser le gouvernement, enfin on ne sait jamais, hein, mais... soit il ne le fait pas, parce que là il faut laisser les discussions prolonger ou essayer de trouver un accord et réformer le texte, mais en tout cas, s'il l'utilise, il ne pourra pas le refaire dans la même session parlementaire. Simplement, je vais essayer de vous montrer que ce 49.3, donc si vous avez suivi mon raisonnement et toutes les étapes que j'ai faites, hein, c'est un peu le dernier recours et c'est la seule chose qui reste à un pouvoir législatif qui a été bien dépecé par la Constitution de la Ve République et son évolution. Je vais vous montrer que finalement, la possibilité qui reste aux députés de potentiellement renverser le gouvernement s'ils en ont assez que celui-ci dicte leur calendrier de débat, la durée que ça prend, et ainsi de suite, et puis la limitation des pouvoirs qu'ils ont. Finalement, c'est pas vraiment une solution ou un recours, en tout cas pas dans la conjoncture actuelle, pas depuis le début du premier mandat de Macron, encore une fois, parce qu'il y a cette dépendance personnelle des élus vis-à-vis du président. Premier point. Les macronistes dépendent de Macron, ils vont jamais se révolter contre lui ou pas de manière significative. Et puis les autres, vous allez me dire les autres s'ils se mettent tous d'accord. Bon. Et bien les autres, ils ont un tout petit problème qui est là encore lié à la Constitution et au pouvoir donné au président, c'est que le président peut dissoudre l'Assemblée nationale. C'est dans la Constitution de la Ve République. Je ne l'avais pas encore mentionné, c'est un point important de pouvoir du président, mais c'est encore un pouvoir de plus. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que si les députés sont pas d'accord pour que voilà, ces réformes soient imposées, qu'ils ne puissent pas débattre convenablement, qu'ils ne puissent pas examiner les amendements qui sont déposés, etc. Bon. Supposons, par improbable, que une partie suffisante des Républicains ou d'autres forces de la majorité se rallient à des motions de censure que pour une fois les oppositions auraient voté simultanément, et que le gouvernement soit renversé, eh bien, en fait, ça n'arrivera pas parce que Macron a déjà fait savoir que si ça arrivait, il dissout l'Assemblée. Donc là, c'est stratégique, hein, il faut réfléchir. Hein. Donc les parlementaires se disent finalement, si on fait savoir qu'on n'est pas content et qu'on renverse le gouvernement, il y aura de nouvelles élections et on devra se représenter devant les électeurs.
Et ça dissuade très 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 fortement les députés de faire quoi que ce soit parce que ils se disent, en fait, on n'est pas sûr d'être élu. On n'est pas sûr d'être élu. En plus, comme on aura renversé le gouvernement, le pouvoir en place et les macronistes vont dire que c'est de notre faute s'il y a le chaos dans le pays, que c'est irresponsable, etc., etc. Donc, ça leur fait prendre un risque personnel. Je pense qu'il faut quand même rappeler que quand on est député, eh bien, on n'exerce pas une activité professionnelle pendant l'étendue de son mandat, ou son deuxième mandat quand on en a fait deux, ou son troisième mandat quand on en a fait trois. Bon. Donc, c'est des mandats de 5 ans, puisque c'est des législatures qui sont calquées sur le nouveau rythme du mandat présidentiel qui a été ramené à 5. Sauf erreur de ma part, hein, oui, c'est ça, oui. Comme ça, il n'y a plus de cohabitation. Oui. Donc, quelqu'un qui n'a pas travaillé pendant 5, 10, 15 ans, il n'a pas forcément très envie de prendre le risque de se retrouver en face des élections, parce que s'il n'est pas réélu, il va falloir trouver du travail, et c'est pas facile quand vous avez à interrompre votre carrière un paquet d'années. Hein. Après, c'est plus facile pour certains élus que pour d'autres, mais bon. Tout ça, si vous lisez un peu de la sociologie politique consacrée à l'étude des carrières parlementaires, etc., ça fait partie des contraintes qui pèsent sur les individus quand ils sont parlementaires. Le problème de la réinsertion professionnelle voilà, après, que faire après, quoi. Ça se pose même pour des gens qui ont eu des carrières politiques assez intéressantes et des postes ministériels et une certaine notoriété médiatique. Je pense à Arnaud Montebourg, qu'on a tous vu se reconvertir dans un pressario pour le miel. Pas tout à fait glorieux, quand même, choix de reconversion. Je dis pas ça pour plaindre les individus en question, je vous dis juste qu'il faut se mettre à leur place. Ils vont être tétanisés à la perspective de se retrouver devant de nouvelles élections, donc ils ne vont pas renverser le gouvernement. Je suis prêt à prendre des paris. Et donc, cette situation et ce pouvoir de dissolution que possède Macron fait que finalement, il ne risque rien. Il peut continuer à piétiner avec son gouvernement les parlementaires, il ne se passera rien. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et donc, voilà, j'ai déjà parlé du droit de grâce, qui fait que le président peut intervenir en matière judiciaire. Enfin, il fait un peu tout, quoi. C'est un peu de jeu, quoi. Donc, dans ces conditions, compte tenu des évolutions que j'ai décrites, compte tenu que le fait que le Parlement tend à devenir une chambre d'enregistrement, qui ne s'occupe plus vraiment de l'ensemble du pouvoir législatif, que son calendrier de débat est fortement contraint par l'exécutif qui n'est pas élu, hein, sauf pour le président. Comment peut-on parler en France d'état de droit et de séparation des pouvoirs? Point d'interrogation. Comment peut-on croire que les pouvoirs sont séparés et qu'il n'y a pas d'abus possible parce qu'ils sont dans des instances différentes? Quand le président de la République fait savoir sur Twitter que les préservatifs seront remboursés par la Sécu, qui dépend de la loi, hein, et du budget, hein, donc pourquoi c'est lui qui le dit? Enfin, voilà. On n'est pas du tout dans un président et dans un exécutif qui applique les lois, hein, ça n'a vraiment plus rien à voir avec ce décret, la théorie constitutionnelle. Hein. Donc ça, c'est les évolutions en cours. Là, à ce stade, je pense avoir bien démontré, hein, que le régime devient monarchique. Hein. Alors maintenant, quelques éléments de réflexion sur pourquoi c'est comme ça. L'un des points que j'ai déjà indiqué, c'est sur le déclin des partis politiques, donc ça, j'y reviens pas. Hein, voilà, les gens ne s'engagent plus dans des partis politiques, les gens ne prennent plus au sérieux la vie civique. Les pouvoirs politiques sont des écritures électorales pour des minorités, donc finalement, ça ne permet plus aux individus de peser sur... ça ne permet plus aux appareils, de peser sur les individus qui les composent. Vous n'êtes pas puissant parce que vous êtes dans un parti politique puissant, vous êtes puissant c'est parce que vous êtes puissant que vous allez y avoir un pouvoir dans le parti politique. Quoi. Donc c'est vraiment une totale inversion par rapport à la tendance historique qui s'était manifestée à partir de la fin du 19e siècle, puisque, encore je fais appel à des notions sur l'histoire des partis politiques, mais les partis politiques se sont constitués pour sortir de ce qui avait dominé la vie parlementaire du 19e siècle et des monarchies et des régimes constitutionnels européens de l'époque industrielle, qui était que les gens qui devenaient parlementaires avant l'émergence des partis politiques, c'était des notables. C'est le mot qu'on utilise en histoire politique. Donc des notables, c'est-à-dire des gens qui avaient les moyens et la puissance sociale suffisante pour se faire élire par leurs propres moyens, quoi, sans que le parti les oblige à suivre un programme et des règles quelconques. Donc des riches, quoi, des bourgeois, des aristocrates, des gens qui avaient les moyens de payer les mecs qui collent les affiches, les mecs qui font la pub, et ainsi de suite. Donc ça, c'était des régimes de notables, et les partis politiques se sont constitués pour donner à des élus, qui n'avaient pas forcément ces ressources financières et sociales, des moyens d'être élus et de défendre des intérêts, de groupes sociaux, des idéologies, voilà. Les partis politiques se sont constitués pour que la force du nombre permette à des individus de pouvoir potentiellement être élus sans être déjà quelqu'un de puissant dans la société. Et donc de contester ce modèle nobilitaire, hein, ce modèle de notabilité plutôt, hein, qui prédominait. Et donc nous, on vit la tendance inverse depuis en gros les années 80. Hein. On revient à un modèle de type 19e siècle où les gens sont députés parce qu'ils ont l'argent et le réseau pour l'être. Puis c'est tout.
Donc cette monarchisation, donc moi j'ai une autre théorie interprétative sur pourquoi c'est voulu comme ça. Alors attention, c'est le point marxiste hein, de la conférence, hein, accrochez-vous. Moi, mon interprétation, c'est que c'est également une évolution qui est liée au renversement et à l'évolution du rapport de force entre les classes sociales dans le contexte français. Parce que à l'époque où il existait des partis politiques un peu massifs, quoi, avec vraiment des adhérents, avec vraiment une certaine diversité sociale, voilà, c'était pas que des gens qui avaient les moyens eux-mêmes de se faire élire députés, c'était pas forcément non plus des catégories populaires, mais il y avait au moins des classes moyennes dedans, quoi. C'était un peu plus, un peu moins fermé socialement quand même, les élites politiques. Et bien à cette époque-là, les partis politiques, donc jusque vers les années 80 environ, du XXe siècle, c'était des institutions qui jouaient un rôle de relais entre les gouvernants et la société par la médiation de militants qui étaient beaucoup plus nombreux et beaucoup plus divers socialement qu'aujourd'hui. À l'époque où les militants faisaient comment dirais-je, les décisions dans les congrès, dans les partis politiques, etc., il fallait, pour pouvoir se dégager dans un appareil de parti, être à l'écoute quand même de ce que les gens ont à dire. Donc c'était l'expression, finalement, cette forme partisane, cette forme du parti politique non restreinte, comme c'est le cas actuellement. Moi, je soutiens qu'il faut l'interpréter comme le fait qu'elle exprimait un certain compromis de classe. Il y avait encore des ouvriers dans enfin, ce qui était avant l'UMP, là, le parti de Chirac. Il y avait encore des ouvriers chez eux dans les années 80. Si, hein, il y en avait encore. On se demande pourquoi, mais il y en avait. Euh, donc, et même chose pour le PS. Hein, le PS a perdu assez définitivement son électorat ouvrier seulement dans la deuxième moitié des années 90. Il y avait encore des gens, malgré la déception totale des années Mitterrand, il y avait encore des gens qui votaient pour des fédérations du Parti socialiste à tel ou tel endroit. Donc, je vous renvoie aux travaux de Rémi Lefebvre, hein, si ça vous intéresse, l'évolution de la composition sociale des adhérents du Parti socialiste, c'est très intéressant. Et puis, il y aurait des travaux du même genre par celui qui a étudié le PC, je sais plus, enfin, c'est le titre du bouquin, c'est Le communisme des armées, c'est une étude de l'évolution de la sociologie des militants du Parti communiste. Et ça montre la même chose, hein, au fil du temps, les classes populaires disparaissent et puis les classes moyennes aussi tendent à disparaître, toujours des minorités de plus en plus restreintes socialement. Donc, conséquence de ça, Macron, comment il arrive là-dedans? On revient donc au XIXe siècle avec un gouvernement notable au détriment de la forme du parti politique. Ça, c'est ma thèse, hein, c'est vraiment Macron, c'est back to 1830, hein, c'est la monarchie de juillet, quoi. Un député démocratiste, ce n'est pas un homme de parti, c'est un bourgeois qui s'ennuyait et qui s'est payé une place pour se faire un réseau et un petit peu de notoriété. D'ailleurs, il y en a plein qui ont trouvé ça ennuyeux et qui ont arrêté. On a pas mal de députés macronistes qui n'ont pas été renouvelés à la deuxième mandature parce qu'ils se disent que finalement, député, c'est pas intéressant et quand on voit comment on les traite, on peut comprendre effectivement que ce soit pas suffisamment intéressant. Donc, tac. Donc ça, c'est un premier facteur. Et dans ce contexte-là, finalement, dans ce contexte de perte de puissance, des groupes sociaux qui ne sont pas la petite oligarchie financière de plus en plus visible, qui contrôle le pouvoir politique en France, finalement, maintenant que l'élection présidentielle, c'est l'élection décisive, imaginez, vous êtes la bourgeoisie française. Évidemment, ça pose l'hypothèse qu'il y a une bourgeoisie française, hein, mais bon, moi, c'est mon point de départ en théorie. Donc il y a des gens, ils ont les moyens de production, ils ont l'argent, etc. Vous voulez le pouvoir politique parce que c'est très, très utile aussi. Vous voudriez avoir un candidat qui ferait des choses utiles et bénéfiques, quoi, comme par exemple supprimer l'ISF, voilà, allonger un petit peu les retraites, construire l'Europe, enfin que des choses merveilleuses. Donc maintenant que l'élection présidentielle, c'est vraiment la seule qui a vraiment le rôle pivot, le rôle de déclencheur là sur toute la suite des pouvoirs que j'ai décrits, il suffit de gagner cette élection. Il suffit d'avoir un candidat pour la gagner. On n'a pas besoin de faire des compromis un peu nuls quoi, dans des partis politiques où il y aurait quand même encore une certaine diversité sociale. Non, on va y aller une seule fois sur l'élection présidentielle. Et c'est ce qui s'est passé en France, ce que moi j'avais pas vu venir, hein, puisqu'encore une fois je croyais que ça allait lancer un système qui allait se maintenir et puis on serait élu malgré tout, malgré ses erreurs de communication lamentables, malgré la nullité de sa campagne. Je me disais, bon, c'est l'UMP, quoi, c'est le parti de droite principal, il va gagner quand même. Pas du tout. Donc, je fais un peu mon autocritique par la même occasion, parce que je l'avais vraiment pas vu. Donc, Macron, avant 2015, personne ne sait qui c'est. On ne le connaît, il n'est pas connu du grand public, il ne vient pas d'une famille prestigieuse qui aurait eu des faits d'armes quelconques dans le passé, et il ne vient pas non plus d'un appareil politique qui lui aurait donné une légitimité par voilà, un cursus, une carrière, quoi, quelque chose qui ressemblerait. Alors Hollande, c'est pas un très bon exemple, mais je sais pas, il y en a eu d'autres avant, quoi, mais il n'a pas fait de carrière politique, Macron.
n'a pas été élu quoi que ce soit avant d'être au gouvernement de François Hollande. Il n'a pas été présent depuis longtemps dans un parti, dans l'appareil du parti, en essayant d'avoir des pouvoirs dans le parti. Voilà, je pense à quelqu'un d'autre actuellement, dont c'est l'heure de gloire, dans un autre parti, plutôt un parti de gauche. Donc il n'a pas non plus cette source-là de légitimité. Donc comment fait-il pour être président de la République? C'est ça la question. Eh bien, tout simplement, ils ont acheté l'élection présidentielle à coup de campagne de presse. Ils avaient besoin d'un champion, ces gens-là, les gens qui ont fait Macron. Il y a eu des bouquins là-dessus, je vous renvoie au bouquin de Juan Branco, il y en a plusieurs. Donc ils avaient besoin que l'élection soit gagnée par un candidat qui prendrait des mesures que j'ai décrites, et il l'a gagnée avec la presse. Je mets des sources dans le canal événement pour qu'on m'accuse pas d'inventer. 17 000 articles de presse sur Macron, Macron et son chien, Macron et sa femme, Macron le magicien de l'économie, une sorte de Dominique Strauss-Kahn mais sans les problèmes qui vont avec. Voilà, un homme tout à fait merveilleux. Je me demande qu'est-ce qu'il a fait de si merveilleux dans sa vie pour justifier cet amour, mais en tout cas il fallait qu'il gagne. Donc campagne de presse massive, et en 2 ans, entre 2015 et 2017, ce personnage totalement inconnu devient président de la République. Tout ça est possible parce que il y a cette concentration sur l'élection présidentielle qui est vraiment l'élection décisive. Donc si tout se joue sur une élection et que vous êtes un groupe social qui voulait être assuré que le pouvoir aille dans votre sens, eh ben, il faut tout miser sur cette élection-là. Voilà, il n'y en a plus qu'une à acheter, ça rend le jeu encore plus facile. Donc on prend les médias, on fait du bourrage de crâne, on explique que Macron est un champion, qu'il est jeune, qu'il est beau, et puis on le vend à la population. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc, avec ces partis politiques qui ont perdu leur indépendance et leur intérêt, qui sont vides, etc., tout se joue sur l'élection présidentielle. Il suffit de gagner une fois tous les 5 ans, et ensuite, vous pouvez gouverner plus ou moins sans compromis ni entrave. De toute façon, le président, il contrôle tout l'exécutif, il a tous les pouvoirs que j'ai décrits, et les parlementaires ne sont pas en mesure de riposter, parce que de toute façon, si ils n'étaient pas contents, dissolution. Donc ça permet vraiment un groupe social de plus en plus restreint d'avoir un pouvoir en sa faveur en achetant une seule élection. C'est quand même une situation qui me semble nouvelle historiquement. Je ne vais pas dire qu'avant il n'y avait pas une bourgeoisie ou des gouvernements qui faisaient une politique de classe, mais là ça commence à devenir très voyant. Si vous voulez, quand on est au stade où le Figaro, qui n'est pas un journal marxiste, explique que l'élection de Macron, la première, c'est de 2017, donc ça va être déjà dès le début. Quand il titre, alors c'était le Figaro Vox, c'est pas le Figaro papier évidemment, Macron-Le Pen, le retour de la lutte des classes, ça commence à se voir, quoi. C'est très très gros, quoi. Voilà, donc à l'après, je proposais de faire un petit parallèle historique, donc j'ai comparé Macron à la monarchie de Juillet, donc 1830-1848, parce que ça me semble pas mal comme parallèle. C'est l'époque de la monarchie bourgeoise, c'est l'époque de l'essor de cette bourgeoisie commerciale que décrit Balzac dans ses romans, etc. On pourrait aussi comparer Macron au régime impérial de Napoléon III, qui est une autre période d'un âge d'or, de modernisation technocratique, la mondialisation heureuse avant l'heure, quelque part, Napoléon III. Donc, puis là aussi, c'était un régime, qui n'était pas une monarchie de nom, mais qui était un empire de fait, avec un parlement qui ne servait pas à grand-chose, et une figure individuelle qui concentre le pouvoir. Ça a quand même des points communs, me semble-t-il. Alors en conclusion, je voudrais proposer quelques éléments de mon opinion personnelle sur ce qu'on pourrait faire à cette situation. C'est la partie que faire de la conférence. Je donne mon opinion. Donc moi, personnellement, je suis démocrate. Je trouve que là, on est vraiment de plus en plus à l'opposé. Il faudrait remettre à plat tout le système. Il faudrait un régime qui soit vraiment démocratique. Idéalement, moi, je n'ai pas de sympathie particulière pour la Constitution de la Ve République. J'ai quand même montré que certains des dispositions du texte même de 58, donc celui de Gaulle, moi je suis pas gaulliste, certaines des dispositions de base du texte étaient de nature à nous mener là où on en est. Alors on peut se dire oui, mais c'était quand même pas vraiment si problématique que ça du temps de Gaulle, etc. C'est parce qu'on est mal gouverné, c'est les individus qui posent problème et non pas la structure. Non. Moi, j'y crois pas vraiment. Je pense que la bonne solution à la monarchie absolue, ce n'est pas d'attendre un despotisme éclairé, c'est de renverser la monarchie, en fait, c'est beaucoup plus prudent. Donc, il faudrait faire ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut supprimer l'institution du président de la République purement et simplement, ou en tout cas la rendre insignifiante pour revenir à un régime plus parlementaire? Je ne suis pas forcément favorable à la suppression du président de la République en tant que tel, pour une raison. C'est un pouvoir personnel, c'est pas vraiment dans la tradition de gauche d'avoir une vision collective du pouvoir entre les citoyens, mais il y a quand même une raison qui me semble
forte pour garder l'institution du président de la République et le fait qu'il nomme au suffrage universel, c'est que nous avons besoin d'un individu qui soit en responsabilité de gestion de la dissuasion nucléaire. Tant qu'on a la dissuasion nucléaire et sa nécessité, on ne peut pas ne pas avoir un responsable politique, et j'ai bien dit un seul, parce qu'il y a 15 minutes de temps de réaction pour prendre les décisions en cas d'attaque à l'arme atomique. Et voilà, aussi démocrate que je suis, je ne peux pas... voilà, on ne fera jamais de vote de tous les citoyens français sur qu'est-ce qu'on fait en cas d'attaque atomique. C'est pas possible. Donc pour cette raison-là, il faut qu'il y ait un président de la République, chef des armées. C'est nécessaire, c'était la pensée de De Gaulle, c'est pour ça qu'il a fait les institutions comme ça, c'est pour ça qu'il a fait la dissuasion nucléaire. Et c'était raisonnable. Et évidemment, idéalement, il faudrait être dans un monde où il n'y aurait pas de menace atomique, et ce serait une bonne raison de souhaiter que les États soient raisonnables et se désarment mutuellement de façon concertée, graduelle. C'est vers cette horizon-là qu'il faudrait aller pour la survie à long terme de l'espèce. Ce serait le plus raisonnable. Tant que c'est pas fait, il faut garder le président de la République. Et il faut que ce soit la meilleure personne possible qui exerce la fonction, évidemment. Donc si on voulait conserver cette fonction, et éventuellement, parce que je sais que c'est quelque chose qui parle à un certain nombre de gens, si on voulait rendre sa dignité à la fonction de président de la République, dont j'ai expliqué qu'elle était nécessaire, donc à partir du moment où elle est nécessaire, enfin, indispensable, il faut qu'elle soit assurée de manière digne. Voilà. Bon, ça s'ensuit. Quelle solution on pourrait faire? Alors, il y a plusieurs réformes possibles des institutions, chacun aura son propre avis. Moi, je vais donner rapidement mon avis pour démonarchiser le fonctionnement de la République et revenir vers une République plus saine. Une solution possible, ce serait de retirer au président de la République la nomination du Premier ministre et le droit de dissolution de l'Assemblée nationale. Je sais que ça fait beaucoup, hein, s'il y a des gaullistes présents, ils vont hurler, hein, mais moi je serais plutôt pour faire ça. Et en contrepartie, on rallonge le mandat du président de la République à 7 ans. Pourquoi? Parce que ça permet de faire une séparation claire entre le président, qui est chef d'État, chef des armées, donc qui s'occupe du régalien et de la représentation internationale de la France, c'est quand même pas rien. Mais d'un autre côté, la politique intérieure, donc faire les lois qui vont agir dans le pays, voter le budget, etc., etc., ça ne devrait pas être l'affaire du président ou de gens qui dépendent directement de lui. Ça devrait être l'affaire d'un pouvoir séparé, pouvoir appartenant à des élus, et dans un monde idéal, à des gens qui seraient dépendants d'assemblées démocratiques de plus bas niveau, selon un système de délégation, mais bon, ça c'est mon côté démocrate. Donc voilà, il faudrait découpler finalement politique intérieure et politique extérieure, ou en tout cas politique intérieure politique extérieure plus régalien de la politique intérieure. Ça permettra de restaurer pas dire le sacré, mais bon, la dignité, on va dire, du président de la République, parce qu'on ne se retrouverait pas avec Macron qui nous explique qu'est-ce qu'il faut faire sur les préservatifs. On pourrait avoir donc un chef d'État qui représente la nation, chef d'État, chef des armées, une figure régalienne qui ne s'occupe pas de la politique intérieure. En un certain sens, le modèle constitutionnel que je trouverais le plus sain pour réformer, disons, les institutions de la Ve République dans un sens acceptable, ce serait de s'inspirer par certains côtés de la Constitution américaine. Puisque dans la Constitution américaine, il y a vraiment une séparation tranchée entre législatif et exécutif. Le président ne peut pas renverser les parlementaires ne peuvent pas renverser le président, sauf selon des conditions qui n'ont jamais vraiment été réunies avec la procédure d'impeachment, comme vous le savez. Et globalement, voilà, c'est deux pouvoirs vraiment séparés. C'est l'esprit du check and balances, séparation des pouvoirs. Et le président américain a évidemment un rôle en matière de politique étrangère et de défense. Donc ça me semble, je ne dis pas qu'il faut adopter les institutions américaines telles quelles, hein, bien évidemment, mais il faudrait, si on veut contrer le phénomène de monarchisation que j'ai décrit, alors après il y a peut-être des gens qui ne se choquent pas et qui trouvent que c'est très bien la monarchie, hein, mais bon. Si on voulait contrer le phénomène que j'ai décrit, il faudrait faire ça. Et je pense que ce serait la solution la plus simple. Ça ne nécessiterait pas forcément de trop malmener le texte constitutionnel, il faudrait le réformer, mais on n'a pas besoin de tout transformer dans le texte constitutionnel. Et puis ça permettrait à la fois donc d'éviter la concentration des pouvoirs et de restaurer la légitimité du chef de l'État qui ne ferait pas la politique intérieure du pays. Parce que actuellement, comme le président nomme le Premier ministre, qui nomme les ministres, c'est-à-dire que chaque fois qu'un ministre dit une bêtise à la radio, le président en est co-responsable, puisque l'un dépend de l'autre. Ça fait donc rejaillir toutes les péripéties diverses et variées de la gestion intérieure du pays de chaque administration sur la personne du président, dont on devrait souhaiter qu'elle soit un petit peu, en tout cas dans l'esprit de la Ve République au départ, c'était censé être un personnage au-dessus des clivages, qui gouverne la France dans son ensemble et qui n'est pas le chef de tel parti en particulier. Enfin, ouais, c'est cet esprit peut-être qui était un peu mythique. Enfin, moi, je suis pas gaulliste, donc je vais pas vous le vendre
avec beaucoup de passion. Mais si on voulait aller vraiment vers quelque chose comme ça, il faudrait faire ça, il faudrait découpler politique internationale et politique intérieure et retirer au président le droit de dissolution et la nomination du Premier ministre. C'est ma position actuelle, hein, je ne dis pas que c'est gravé dans le marbre, je peux changer d'avis. Je serais ravi d'en débattre avec vous et je vous remercie de m'avoir écouté. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.